Corriger vidéo de l'exercice 2 du chapitre 11 sur l'interaction fondamentale. Donc, on commence par un aspect historique. Cet aspect historique est décrit à travers tous les documents qui sont ici. La première chose qu'on vous demande, c'est de décrire le modèle de Bohr en une phrase ou deux. Donc, Bohr, il a créé un modèle avec des électrons qui gravitent autour d'un noyau, sur des orbites d'énergie différentes. Ça fait penser un peu au modèle planétaire. On parle du modèle planétaire de Bohr. Pourquoi est-ce que Niels Bohr a proposé ce modèle? En fait, il voulait expliquer la présence de raies d'émission. Quand on regarde un spectre d'émission d'un atome d'hydrogène, par exemple, on va voir des raies. Il voulait expliquer la position de ces raies et l'origine de ces raies. Par principe, pour lui, il estime que c'est le principe des poids sauteurs, c'est-à-dire que lorsqu'on observe une raie, c'est tout simplement qu'il y a un électron qui est, par exemple, passé de la couche n égale 3 à la couche n égale 2. Et donc, pour construire ce modèle, il s'est appuyé sur des découvertes qui ont été faites peu avant lui, donc notamment la découverte de l'électron par J.J. Thomson en 1897, puis la découverte du noyau de l'atome par Ernest Rutherford en 1911, ce qui lui a permis de mettre son modèle, de mettre au point son modèle en 1913. Donc vous avez vu, il s'est écoulé très peu de temps, juste même pas une vingtaine d'années, entre la découverte de l'électron et puis le modèle de Bohr. Donc là, le gros essor de tout ce qui est atomistique, c'est vraiment début du XXe siècle. Ensuite, donc on va étudier l'atome d'hydrogène, donc de cette deuxième partie. On vous demande de rappeler la composition d'un atome d'hydrogène H1,1. Donc en bas, il faut se rappeler que ça, c'est le nombre de protons. Et puis au-dessus, vous avez le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules dans le noyau. Donc dans un atome d'hydrogène, vous avez forcément un proton, pas de nucléon, pas de neutrons, pardon, mais un électron. Hop. Et on va faire un schéma du coup de cet atome d'hydrogène. Donc on roule dans le cas où il est à l'état fondamental. État fondamental, ça veut dire que sa configuration électronique, ça va être celle de plus basse énergie. Donc l'électron, il est sur la couche 1s, donc 1s1, c'est-à-dire qu'il est sur la couche n égale 1, d'accord? Le numéro de couche, c'est ça, c'est nombre quantique principal, c'est-à-dire le numéro de la couche. Donc du coup, on va mettre le noyau au centre, donc ça c'est le proton. Autour du proton, on fait une orbite, la couche n égale 1, Sur cette orbite, on va mettre ici un électron, On va l'écrire comme en chimie. Ce que je peux faire, c'est, pour que ça ressemble à ce qu'on a fait précédemment, mettre un vecteur I comme ça, et puis J perpendiculaire. Et je sais que, a priori, que ce soit une force électrique ou les forces gravitationnelles seront comme ceci et comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information en plus à mettre sur ce schéma? En fait, on va pouvoir trouver la distance. Si on remonte ici, on sait que le rayon de la première couche, c'est 0,529 fois 10 puissance moins 10 mètres. On l'appelle A0. Ici, on a la distance A0 qui vaut 0,529 fois 10 puissance moins 10 mètres. On se retrouve avec un schéma complet. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas conserver toutes les échelles sur ce schéma? Il faut savoir qu'un l'ordre de grandeur de la taille du noyau de l'hydrogène, c'est 10 puissance moins 15 mètres, donc ce serait un 100 millième de fois plus petit que la distance qui est là. Donc c'est impossible de conserver toutes les échelles. Donc expression des coordonnées des vecteurs force gravitationnelle. Donc on va commencer par la force gravitationnelle qui exerce le proton sur l'électron. Donc ces coordonnées, à nouveau comme dans l'exercice précédent, on se rend compte qu'on a simplement une abscisse. D'accord, il n'y a pas de composante selon J, seulement une composante selon I. On remarque que l'électron, sa force, elle est opposée à I, donc on sait déjà qu'ici on peut mettre pour le sens 1 signe moins. Et puis pour la valeur, c'est la même chose.
constante de gravitation universelle fois la masse du proton fois la masse de l'électron divisé par la distance qui les sépare au carré, et cette distance elle s'appelle A0 carré, avec une ordonnée nulle. Et puis si vous voulez la force gravitationnelle qui exerce cette fois-ci l'électron sur le proton, donc la force exercée par l'électron sur le proton cette fois-ci, électron sur proton, donc force qui a même direction, même valeur, mais un sens opposé, donc tout simplement ici, plus, on vérifie bien sur le schéma que l'électron il attire bien le proton avec une force collinéaire de même sens AI, c'est tout bon. Ensuite, il faut calculer la valeur de ces forces. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on calcule la valeur d'une force, on enlève la flèche, ok. Donc pas de flèche, surtout pas comme je viens de faire là. Force gravitationnelle d'électron sur proton, principe des actions réciproques, c'est la même que celle gravitationnelle que exerce le proton sur l'électron. Et donc ça va être égal à G fois la masse du proton fois la masse de l'électron sur A0 au carré. Là, il va falloir que j'aille chercher mes données. Je regarde les données. On peut remplacer. La force gravitationnelle qui exerce le proton sur l'électron, ça va être 6,67 fois 10 puissance moins 11. Fois la masse du proton, donc 1,7 fois 10 puissance moins 27. Fois la masse de l'électron, 9,1 fois 10 puissance moins 31. Alors, j'ai bien vérifié, évidemment, que on est kilo. Et puis la distance au carré, hop, donc A0, il faut aller chercher cette fois-ci ici, donc 0,529 fois 10 puissance moins 10 mètres, on est bien en mètres. Moins 10, et on n'oublie pas le carré. On trouve ainsi une force gravitationnelle, donc je précise pas, vu que c'est 2K, qui vaut 3,7 fois 10 puissance moins 47 newtons. Petit commentaire sur les chiffres significatifs, hein. Vous n'en avez que 2 ici. Ici aussi, partout ailleurs il y en a 3, on garde toujours le plus petit nombre, donc 2 chiffres significatifs. Ensuite, on va vous demander l'expression de la force électrique. Un conseil, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre déjà la valeur. Okay. Donc j'ai écrit par exemple la force électrique qui exerce le proton sur l'électron, si je sais coordonner, donc je constate déjà que ce sont deux forces attractives, hein, les forces électriques, puisque le proton et l'électron sont il y a une charge positive, une charge négative, donc ça s'attire. Donc je suis bien dans le cas des flèches qui sont représentées au brouillon sur mon schéma. Et donc dans ce cas, il faut que je m'arrange à la fin pour que je sois dans un sens attractif. Donc ce que je vais faire, le conseil, c'est de commencer par écrire la valeur. Hop. Et si on ne veut pas s'embêter, on écrit la valeur avec des valeurs absolues. Donc K pour la valeur, la constante électrique ou constante de Coulomb, fois la charge d'un proton qui est plus E, fois la charge d'un électron qui est moins E. Alors vous vous embêtez pas avec les signes, prenez les valeurs absolues. D'accord? Donc fois la valeur absolue de moins E, fois la valeur absolue de plus E, et tout simplement ça fait E carré. Donc je vais écrire tout simplement E carré. Ok. La distance qui les sépare, c'est toujours A0 carré, puis on sait qu'on n'a pas de composante selon le vecteur J. Et simplement une fois que j'ai fait ça, donc je m'assure d'avoir bien une valeur positive ici, à la fin seulement, je vais réfléchir au sens. Et on a dit que c'était un vecteur collinéaire et de sens opposé à I, hein, cette force subie par l'électron. Donc à la fin seulement, je mets un petit signe moins, en m'assurant bien que tout ce que j'ai mis à droite, ce soit positif. Ensuite, si je veux la force que subit cette fois-ci le proton, ben, je sais que ça va être principe des actions réciproques à nouveau, une force qui va avoir la même direction,
la même valeur et un sens opposé. Ce qui fait que je vais écrire ça de la manière suivante. Tout simplement, je vais changer le sens, donc je vais mettre un plus à la place du moins. Et puis ici, attention, c'est la force exercée par l'électron sur le proton. On vous demande ensuite la valeur de ces forces électriques, donc Fe égale, donc on enlève toute information sur la direction, le sens, donc simplement K fois E carré, donc la charge élémentaire sur A0 carré, et donc ça va nous donner Fe égale, si on remplace donc K 9,010 puissance 9, qu'on multiplie par la valeur de la charge élémentaire au carré, donc 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ok, alors j'écris pas les unités dans les calculs, parce que ça va être un peu chargé, mais on a bien des coulombs dans la constante de Coulomb, donc il faut bien une charge en coulombs. On n'oublie pas de mettre tout ça au carré. D'accord. Et puis on divise ici par le rayon, donc 0,529 fois 10 puissance moins 10 mètres, le tout au carré. On vérifie à nouveau que j'ai bien des mètres de la constante de Coulomb. Ok, et donc bien une distance en mètres ici, c'est parfait. Je fais l'application numérique, donc vous tapez ça sur votre calculatrice. Hop. Et lorsque vous tapez ça sur votre calculatrice, vous trouvez 8,2 fois 10 puissance moins 8. Oui, c'est ça. Oui, 8,2 fois 10 puissance moins 8 newton. Je vous demande ensuite de faire le rapport donc, entre ces deux forces. Donc le rapport, c'est-à-dire diviser la force la plus grande sur la force la plus petite. Donc, vous allez faire force électrique sur force gravitationnelle. Donc quand vous faites ça, on rappelle que la force électrique, on a trouvé 8,2 fois 10 puissance moins 8 newtons. Ok. Ensuite, la force gravitationnelle, 3,7 fois 10 puissance moins 47. Toujours en newton. Voilà. C'est égal à 2,2 fois 10 puissance 39. Ce nombre, on ne se rend pas bien compte de ce que ça peut faire. Juste, je vais réécrire ça en français. Donc pour ça, je veux dire que 2,2 fois 10 puissance 39, c'est égal à 2,2 fois 10 puissance 3 plus 9 fois 4. Encore 9 fois 4, 36, plus 3, 39. C'est-à-dire que c'est 2,2, donc 3 milliers, de 9 milliards, de une deuxième fois milliard, de une troisième fois milliard, de une quatrième fois milliard. Donc, autrement dit, la force électrique est 2,2 milliers de milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus grande que la force gravitationnelle. Donc, autrement dit, quand on vous demande ensuite quelle est l'interaction qu'il y a sur la cohésion de la matière à l'échelle de l'atome, vous imaginez bien qu'à l'échelle de l'atome, on ne ressent pas du tout les forces gravitationnelles, donc c'est bien l'interaction électrique. On vous demande ensuite de trouver l'expression du champ électrique, EP, créé par le proton à une distance r de celui-ci. Donc pour ça, on va faire la même chose que pour le champ gravitationnel, c'est que je ne vais pas vous demander d'apprendre la valeur de ce champ électrique, mais plutôt de le retrouver exactement de la même manière qu'on a retrouvé la valeur du champ gravitationnel. Donc pour ça, on va partir de quelque chose que vous sachiez, c'est qu'un électron, il va subir une force électrique de la part d'un proton qui est situé à une distance r, une force telle que, et on va écrire cette force de deux manières différentes. Donc la première manière, c'est de dire que la force électrique qu'exerce le proton sur l'électron, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est K E carré, alors cette fois-ci, vu que je prends un cas quelconque, je prends une distance r, il y avait un signe moins, et le vecteur unitaire i pour le sens, d'accord, collinéaire est opposé à i, si je reprends le schéma. Le proton, il attire bien l'électron. Ensuite, on peut trouver l'équivalent pour la force électrique du fameux P égale mg, d'accord? Donc une force électrique, on peut écrire plus simplement que la force électrique qui exerce le proton sur l'électron
et bien ça va être tout simplement le champ électrique créé par le proton, multiplié par la charge électrique de celui qui subit la force, donc la charge électrique de l'électron. C'est-à-dire que la charge électrique de l'électron étant moins une fois la charge élémentaire, ça fait... Oh non, mais c'est le sketch, ça! On vous demande ensuite de trouver l'expression du champ électrique créé par le proton. Donc pour ça, on va faire comme pour le champ gravitationnel. On va pas apprendre par cœur la valeur du champ, parce que ça fait encore une formule de plus à retenir. On va juste partir sur cet exemple-là. Donc à retenir, si on a un électron qui est situé à une distance r d'un proton, on sait qu'il va subir une force électrique, qu'on peut écrire de deux manières différentes, et il faut savoir l'écrire de ces deux manières. Donc, la première, c'est ce qu'on a vu juste avant, donc force électrique subie par l'électron, donc exercée par le proton sur l'électron, c'est donc moins k e carré, alors pas à 0 carré, mais si je considère qu'il y a une distance quelconque r, r carré, fois le vecteur unitaire I, et puis on va écrire l'équivalent de P égale mg pour la force électrique, à savoir que la force électrique, je peux l'écrire beaucoup plus simplement que la force électrique que subit un électron, c'est le champ électrique dans lequel il baigne, c'est-à-dire celui créé par le proton, multiplié par sa propre charge, donc la charge d'un électron, c'est-à-dire que ça fait moins E fois le champ électrique créé par le proton. Donc ces deux forces sont égales, ok. Donc forcément, les deux membres de droite aussi sont égaux. Donc je peux écrire ensuite que moins k e carré sur r carré I est égal à moins E fois le champ électrique créé par le proton. Voilà. Je remarque qu'il y a plusieurs choses qui se simplifient. Je peux diviser par moins 1 de chaque côté pour enlever les moins. Et puis je peux diviser aussi par E de chaque côté. Hop, hop. Et réécrire ça plus proprement. Hop. Que le champ électrique créé par le proton, ça va être K fois E sur R carré I. Est-ce que c'est cohérent cette expression du champ? Déjà, on va regarder la direction et le sens. Donc, pour regarder la direction et le sens, pour un champ électrique, je vous rappelle que vous devez raisonner avec une particule test positive, pour ne pas vous planter. Donc si je prends une particule test positive, je sais qu'elle va être forcément subir un champ répulsif. Donc bien quelque chose qui est dans la même direction et le même sens que I. Si je regarde au niveau de la valeur, cette fois-ci, donc ce champ électrique dépend évidemment de la constante de Coulomb, ou la constante électrique, c'est classique. E, bah, c'est la charge du proton, hein. Forcément elle est au numérateur, plus un proton est chargé, plus il va créer un champ électrique important. Et enfin, de nouveau au dénominateur, on a la distance par rapport au proton élevée au carré, d'accord. Plus on s'éloigne du proton, moins on ressent son champ électrique. Et puis si on s'éloigne 2 fois du proton, on reçoit 4 fois moins de champ électrique. On vous demande ensuite l'expression de la valeur numérique du champ en fonction de la distance r. Donc pour ça, je vais écrire que la valeur du champ créé par le proton EP, hop, sans vecteur, hein, puisque c'est la valeur du champ, ça va être tout simplement K E sur R carré. J'enlève un I qui concerne non pas la valeur mais la direction. Et donc ça, je peux dire que le champ électrique créé par un proton, donc si je peux remarquer que ça c'est constant, que ma seule variable elle est au dénominateur. Ok, ça c'est une variable. Donc je vais écrire que c'est le produit donc de K, 9,0 10 puissance 9, fois la charge élémentaire 1,60 10 puissance moins 19, le tout divisé par R carré, ce qui me donne que EP, si je fais l'application numérique à la calculatrice, ça fait l'application numérique donc 1,4 10 puissance moins 9 sur R carré. Voilà, donc à partir de cette expression du champ en fonction du rayon, je vais pouvoir calculer le champ subi par l'électron selon la couche où il se trouve. Ensuite, on vous demande donc de compléter le tableau là, à l'aide de votre tableur de votre calculatrice. Donc pour ça, il y a diverses choses à calculer. Donc déjà, le rayon orbital, il va dépendre du nombre quantique n. Donc on vous rappelle la formule, hein, on vous dit que le rayon R, ça va être A0 fois n carré. D'accord, c'est ici là.
à 0 fois n carré, ça veut dire qu'il va falloir faire 0,529 fois 10 puissance moins 10 fois n carré. Donc il va falloir rentrer les valeurs de n dans la calculatrice. Ensuite, valeur de EP, et on a dit qu'il fallait ensuite taper la formule 1,4 fois 10 puissance moins 9 sur r carré. D'accord, donc on aura notre colonne de r carré. Ensuite, si vous voulez trouver la valeur de la force, il faut multiplier la valeur du champ par la valeur de la charge de l'électron. Donc on prend la valeur absolue, hop. Donc la valeur absolue de moins E, c'est E, donc c'est-à-dire 1,6 fois 10 puissance moins 19, donc 1,60, 10 moins 19, fois EP. Et là, on aura la force électrique que subit l'électron selon la couche à laquelle il appartient. On va voir comment est-ce qu'on calcule le champ et les forces dans la calculatrice Numworks. Donc on va dans régression, on met le numéro de couche. Ensuite, on va remplir avec une formule donc la liste Y1. Hop. Donc pour calculer le rayon, il faut faire donc, le numéro de couche élevé au carré. Donc le x1 fois liste x1. On va multiplier par la valeur du rayon. Alors là, vous avez vu que j'ai fait une erreur de syntaxe quand j'ai tapé. Hop, on va corriger ça. Voilà. Mettez bien x1 fois x1, x1 au carré, il ne comprend pas trop la calculatrice. Voilà, vous avez donc les valeurs des rayons pour chacune des couches électroniques. Ensuite, une fois qu'on a ces rayons, il faut prendre... Donc, on va pouvoir calculer les valeurs du champ. On remplit avec une formule. Et donc, on vous rappelle, si vous prenez donc le document, que il faut faire le produit donc de la constante électrique fois la charge du proton, 1,4 fois 10 puissance moins 9, le tout divisé par le rayon au carré, c'est-à-dire par la liste Y1 élevée au carré. Voilà, donc Y1 fois Y1. Et on a les valeurs du champ électrique. Et enfin, pour trouver les valeurs des forces électriques subies par les électrons quand ils sont sur les couches, et on prend la valeur de la charge d'électron, donc 1,6 fois 10 puissance moins 19, multiplié par la valeur du champ électrique créé par le proton au niveau de chacune des couches, c'est-à-dire la liste X2, et on a ici les valeurs des forces en newton, donc on peut reporter ça directement dans le tableau. Voilà ce que ça donne, je me suis arrangé pour mettre les puissances de 10 qui vont bien. Ok, donc j'ai mis 10 puissance moins 10 pour les rayons orbitaux. J'ai exprimé mes champs avec des 10 puissance 9. Ok. Donc, quand vous aviez 5,5 fois 10 puissance 11, j'ai mis 5,5 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 9, par exemple, il faut bien 10 puissance 11. Ensuite, donc, on vous demande ici de tracer quelques lignes de champ. Ces lignes de champ, elles vont traduire le fait que les électrons, ils sont bien attirés vers le proton. Ok, donc elles partent bien, elles pointent bien en direction du centre du proton. Voilà, donc j'en fais quelques-unes. Il y en a évidemment une affinité. En fait, 4, 5, ça suffit largement. Allez, 6, une fois qu'on a placé la règle, c'est plus facile de faire de chaque côté. Et surtout, une fois qu'on a tracé les directions, n'oublie pas les flèches pour montrer le sens du champ électrique. Donc le proton, c'est quelque chose qui va repousser les charges positives, d'accord? Donc c'est bien des flèches qui partent vers l'extérieur.
Je vous rappelle que notre particule test, pour réfléchir sur les champs électriques, c'est toujours une particule de charge positive. On dit que plus l'électron occupe une couche de nombre quantique élevé, moins il est lié au noyau commenté. Donc pour ça, il faut regarder un nombre de couches quantiques élevées, c'est-à-dire un rayon plus important. Ok. Et donc pour cela, il faut regarder dans le tableau que plus la couche est importante, plus la force est petite. Et enfin, on vous demande ce qui se passe quand n tend vers l'infini. Donc quand n tend vers l'infini, vous avez bien le rayon qui tend vers l'infini. Okay, donc le champ qui est inversement proportionnel au carré du rayon qui tend vers 0. Et si le champ tend vers 0, alors la force tend vers 0. Et donc si la force tend vers 0, ce qui va se passer, c'est que l'électron n'est plus attiré. D'accord? Donc si on regarde les forces, plus on se déplace de la gauche vers la droite, moins la force électrique elle est forte. Et puis quand la couche tend vers l'infini, la force électrique devient nulle, c'est-à-dire que l'électron n'est plus du tout retenu par le proton. Donc on va dire que l'atome est ionisé. C'est-à-dire que l'électron n'étant plus retenu, il va se séparer de l'atome.